Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui de la série Parlons Tech, donc je vais repartager avec vous la présentation qui avait été faite dans le cadre d'un sujet technique pour ISA Cameroun. Et on avait abordé la partie virtualisation des systèmes de contrôle. Donc ça s'est fait au courant de l'année 2022. Et l'événement est passé. Donc, je précise que ISA, c'est une organisation non gouvernementale qui fait la promotion des standards de l'automatisme et qui délivre en même temps la certification Certified Automation Professional. Donc, j'avais fait cette présentation lors d'un atelier technique qui permettait d'animer justement ce qui est rentré en ligne droite avec les activités de la section. Et avant donc de continuer, si vous appréciez le travail qui est fait sur notre chaîne CSC Academy avec cet ensemble de sujets qui sont traités sur la série Parlons Tech, je vous encourage à vous abonner à la chaîne et surtout de ne pas hésiter à mettre en commentaire si vous avez des sujets spécifiques que vous souhaiterez aborder ou à mettre un like sur la vidéo. Ça permet toujours de soutenir la chaîne. Donc aujourd'hui, on va donc parler de la virtualisation des systèmes de contrôle commande. Donc la présentation est en anglais parce que la langue de ISA, c'est l'anglais. Mais on va faire cette présentation cette fois-ci en français, même si les slides sont en anglais. Donc, globalement, il faut qu'on présente déjà l'architecture des systèmes automatisés. Ensuite, les besoins en ordinateur des systèmes automatisés. Puis on va parler du concept même de la virtualisation et on va regarder les bénéfices de la virtualisation. Donc, et pour finir, on va regarder les solutions OEM. Voilà, parce que c'est un concept qui n'est pas aujourd'hui exempt de règles à suivre, à respecter et de spécifications constructeurs. Et le dernier cas de figure, on va regarder un projet au langage dans un environnement difficile pour lequel il fallait en même temps respecter les contraintes du DCS. Donc, pour ceux qui ne savent toujours pas la différence entre DCS et API, je vous exhorte à regarder sur la chaîne la vidéo qui parle de la différence entre les DCS, les API et les DCS hybrides. Ça va vous permettre de fixer les idées. Donc, au niveau de l'architecture des systèmes automatisés, on va regarder, bon, ici c'est vraiment de manière classe, de manière générale. Hein. Ce n'est pas dit que chaque projet que vous devez, qui va être conçu, il faudra installer tous ces serveurs. Non. Le nombre et la dimension du système de contrôle commande doit être adapté à l'ensemble des entrées-sorties à gérer. Donc, si vous avez une usine qui n'a que 32 entrées-sorties, ce n'est pas la peine d'installer 5 stations opérateurs. Tout normalement devrait suffire sur ces stations opérateurs. Mais ça, c'est de manière générale où vous pouvez avoir des automates là, avec qui j'ai des packages ou bien des capteurs, des moteurs et autres. Ensuite, vous avez un premier réseau qui permet d'interconnecter ces automates-là. Et sur ce réseau, vous avez des stations d'opérateurs, okay, avec une station d'ingénierie, EWS Engineering Workstation, EWS Operator Workstation. Donc, et vous avez tout un autre réseau qui permet justement d'avoir des serveurs de quarantaine, d'antivirus, de gestion des patchs, des backups, des serveurs primaires SCADA, secondaires SCADA dans le cas de la redondance, des serveurs d'historisation. Et en fonction de la taille de l'infrastructure, on peut se retrouver même à avoir à installer un contrôleur de domaine et un serveur DHCP. Donc, c'est vraiment de manière générale. Donc, sur cette architecture, par exemple, on se retrouve avec 7 serveurs et 6 machines desktop. Donc, les machines desktop sont utilisées pour la visualisation, c'est les postes opérateurs. Et les serveurs, bon, ils ont plusieurs rôles. Alors, les ordinateurs sont toujours requis pour fournir certaines fonctionnalités qui sont demandées par les systèmes automatisés. Et certaines fonctionnalités sont relatives à la cybersécurité. Par exemple, quand on parle de serveurs de quarantaine ou de serveurs de gestion de patch, de serveurs antivirus,
on est plutôt sur des fonctionnalités qui sont propres à la cybersécurité. Ça n'apporte pas directement une valeur ajoutée à, à l'automatisme ou aux fonctionnalités pour piloter l'usine, mais ça permet justement de prendre en compte le système automatisé dans son environnement pour toujours assurer sa disponibilité, parce qu'une attaque informatique euh, peut compromettre l'intégrité du système et donc empêcher les opérations de production. Et on a d'autres fonctionnalités qui sont relatives au système SCADA lui-même, donc la partie interface aux machines, serveurs, etc. Donc, sur l'exemple de la slide précédente, on compte 7 serveurs ici desktop, et souvent, à cause des exigences et recommandations des constructeurs, on ne peut pas mélanger certains rôles et fonctions sur la même machine. Par exemple, les policies qui sont appliquées à un serveur historien peuvent ne pas être mélangées avec les policies d'un serveur antivirus. Voilà, l'antivirus, il a certaines tâches qu'il accomplit, c'est un répertoire qui scanne et il se déploie pour vérifier les clients, etc., partager les mises à jour des définitions virales, etc. Donc, souvent, il peut y arriver qu'on ne peut pas mixer. Voilà pourquoi, physiquement, les machines sont séparées. Et qu'est-ce que c'est donc la virtualisation? La virtualisation, c'est une technologie qui permet de créer des services IT. Donc, tous les services informatiques qui sont possibles sur un ordinateur, la virtualisation vous permet de les créer. Et en utilisant les ressources qui sont traditionnellement liées à du matériel. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir tous les services qui sont généralement déployés sur des machines matérielles, on peut les avoir en virtualisé. Et cela permet donc d'utiliser une machine physique à sa pleine capacité en distribuant donc les ressources de cette machine entre plusieurs environnements et plusieurs utilisateurs. Donc, dans l'architecture, si on se fait une supposition, on regarde rapidement, on se dit que le domaine contrôleur, il aujourd'hui fonctionne à 30% de la capacité de la machine. Donc, quand on dit 30%, c'est la machine, c'est la capacité de la machine d'un point de vue spécification technique, hein, RAM, processeur, etc. Donc, on suppose par exemple qu'on a déployé un serveur 30%, backup 30%, DHCP 30%. Parce que vous ne pouvez pas dimensionner un serveur net par rapport à l'application, puisque les fournisseurs vous donnent des machines avec des spécifications d'entrée de gamme et puis vous faites la customisation. Donc, on suppose qu'après avoir déployé les rôles, vous tournez à 30% d'utilisation des ressources sur ces 3 machines. Dans un environnement virtualisé, il est possible donc, sur un même serveur, de déployer un hyperviseur qui va permettre de créer et de faire tourner 3 machines virtuelles avec leur propre système d'opération et donc d'installer ces rôles. Donc, la virtualisation va permettre de, au lieu d'installer physiquement 3 machines, 3 serveurs, on prend une machine et on installe 3 machines virtuelles qui vont prendre donc les fonctionnalités des machines qui étaient prévues physiques. Et le superviseur va permettre de déployer ça. Et donc, ça va permettre qu'en fonction du dimensionnement, de la sélection du serveur qui est fait, qu'on puisse avoir une machine qui tourne quand même à 90% de sa capacité. Bon, 90%, ça c'est purement pour illustrer ce que peut apporter la virtualisation. Après, il y a des règles dans la mise en œuvre, etc. On ne va pas non plus pousser les machines à des tranchements, il faut tenir compte des extensions, etc. C'est juste pour illustrer en fait les bienfaits ou bien ce que peut apporter la virtualisation. Donc, l'hyperviseur, il permet de séparer les ressources physiques des environnements virtuels. C'est son rôle, c'est comme un système d'exploitation. C'est-à-dire qu'il gère tout le matériel et il met à disposition ce matériel donc, aux différentes machines virtuelles. Et l'hyperviseur, on a plusieurs types. Il peut venir au-dessus d'un système d'exploitation, comme un laptop avec Windows 10, comme il peut être installé directement comme sur un serveur en tant que système d'exploitation principal. Et un superviseur type 1 est installé directement comme système d'exploitation principal. On en a plusieurs qui existent. Parmi les plus populaires, peut-être qu'il y a d'autres en dehors de ça. Moi, ceux que j'ai rencontrés dans mes expériences, il y a Proxmox, il y a VMware vSphere
il y a Citrix XenServer, il y a Microsoft Hyper-V. Donc, ce sont des hyperviseurs de type 1 qui peuvent s'installer directement au-dessus qui s'installe comme système d'exploitation principal pour une machine. Ensuite, on a des superviseurs de type 2 qui sont installés sur des systèmes d'exploitation existants, par exemple VMware ou Workstation Professional, VirtualBox, et aussi Microsoft Hyper-V. Ça existe dans des systèmes d'exploitation, même sur Windows 10, on peut avoir Microsoft. C'est une option à rajouter. Donc, une orientation particulière doit être mise en œuvre pour la gestion du stockage dans les environnements virtualisés. Et une bonne stratégie de stockage peut permettre d'améliorer les performances des machines virtuelles et de réduire le temps de restauration. Mais il faut toujours, de manière générale, vérifier les recommandations de l'OIM en sélectionnant le matériel et le stockage. Donc, dans les bénéfices de la virtualisation, on va regarder la maintenabilité. Quand on a une machine physique, si une machine physique tombe en panne, par exemple un disque dur, etc., il y a deux manières de restaurer la machine. On doit réinstaller tout le système d'opération, réinstaller tous les logiciels SCADA, déployer la cybersécurité en termes de port, configuration, exécution des médias, etc., configurer les connexions réseau. L'option B, c'est restaurer à partir d'un logiciel de backup. L'option B nécessite qu'au préalable, on ait fait une sauvegarde avec un logiciel de backup de type Veritas, qui est le remplaçant de je me rappelle même plus le nom de ce produit, mais aujourd'hui c'est Veritas. Et il y a aussi, à l'époque, il y avait Norton, je pense que c'est Norton Ghost qui a été remplacé par Veritas. Donc, il y a Acronis aussi qui fournit les solutions de backup. Donc l'option B semble plus rapide, mais demande quand même qu'on ait fait au préalable ce backup. Mais va quand même prendre un temps. Bon, c'est plus rapide par rapport à l'option, parce que l'option, il faut réinstaller la machine à partir de 0. Yokogawa RT Virtualization System Demonstration. La démonstration. We will demonstrate two virtualization technology and functions, live migration and automatic failover of Yokogawa Virtualization Platform for process control system to improve availability and shorten the system downtime. This is our demonstration environment. Yokogawa offers multiple virtualization system configurations. Our demonstration environment is the High Availability Cluster configuration called HA Cluster System. We have two virtualization servers and one shared storage in the server rack to reduce the impact of hardware failure on plant operation. We use thin clients as the HMI function of the virtual machine. Thin clients and virtualization servers are connected through remote UI network switches. Now, let's get started. The first one is live migration. What is live migration? Live migration is used for planned hardware maintenance. Live migration. Donc, je vais vous mettre plutôt le lien de cette vidéo dans la description. Ça vous permettra de regarder très rapidement ce qui est possible d'être fait en cas de défaillance sur une extension virtualisée. Donc, de toute façon, cette vidéo, c'est une vidéo constructeur, hein, c'est pas... Donc, on va continuer. Dans les bénéfices de la virtualisation, on a la possibilité donc d'améliorer les opérations de sauvegarde et restauration. Donc, c'est une affaire de quelques clics. On n'a pas besoin de... Vraiment, c'est très simplifié. Là, je vais par exemple essayer d'ouvrir l'accès parce que nous aussi, on utilise au sein de notre société la virtualisation, notamment pour notre solution de VoIP. Et on utilise l'hyperviseur de Hyper-V qui tourne sur notre Windows Server. Donc, je vais vous montrer très rapidement à quoi ressemble cet hyperviseur. Et on va regarder ensemble dans les options, lorsqu'on veut faire des sauvegardes et autres, comment ça se présente. Mais on ne va pas faire une sauvegarde ou bien une restauration. C'est juste pour que vous ayez une idée de l'environnement, à quoi ressemble cet environnement. Donc,
Là, je me connecte à distance hein, sur le serveur. Je vais partager mon écran. Donc, là, je suis sur le serveur. Vous voyez, j'ai une machine qui fonctionne là. Et ça, c'est l'environnement Hyper-V. Quand on fait un clic droit, on peut se connecter, éteindre, arrêter, suspendre, réinsérer. On peut faire un point de contrôle. On peut faire une exportation. Donc, quand on exporte, en réalité, on exporte la VM hein, et on peut la restaurer facilement. Donc là, si je me connecte, là, c'est une machine qui fonctionne. Elle fonctionne sur Linux. Parce que justement, elle gère des services, elle gère nos services de VoIP. Donc, elle est comme ça en train de fonctionner. Juste pour que vous regardez, voici à quoi ressemble l'environnement. Donc, aujourd'hui, elle utilise 0,01% de processeur. On a affecté qu'une mémoire d'1 giga. C'est normal par rapport aux services qui sont là. Donc, je peux très facilement recréer ici une nouvelle machine, un nouvel ordinateur virtuel, etc. Donc, c'est voilà, globalement, c'est pour que vous regardez un peu à quoi ça ressemble. Donc, ensuite, la virtualisation permet d'optimiser l'énergie. Donc, vous voyez comment physiquement on se sépare des machines qui consomment pour aller vers moins de machines. Donc, c'est pas vraiment, il n'y a rien à débattre là-dessus. C'est clair qu'on a une optimisation de la consommation des outils. Ensuite, on a une disponibilité du système. Par exemple, si on a un problème avec une station opérateur, la moyenne technique des temps de réparation pour un environnement virtualisé est inférieure à un environnement standard. Puisque il suffit que vous ayez la sauvegarde de la machine sur un serveur et puis que vous la relancez. Hein. Vraiment, c'est une opération de 4-5 minutes. Donc, la disponibilité du système de production globalement est améliorée. Et puis, donc, il y a quelques liens là, si vous voulez savoir comment faire pour installer Hyper-V sur votre environnement Windows. Donc, maintenant, si on regarde par exemple quelques solutions de fabricants, en 2018, ça c'est un papier qui a été publié par Schneider, Scitech, SCADA. Il recommandait pour virtualiser la supervision sur Scitech, SCADA, les environnements qui étaient supportés. On avait du Microsoft Hyper-V pour Windows. On avait VMware Workstation. Donc, virtualisation basique. Et on avait VMware vSphere. Voilà ce qu'il recommandait pour virtualiser. Et Delta-V, par exemple, sur Emerson, de manière classique, hein, un système Delta-V ressemble à ça. On a au moins une station opérateur avec une station d'ingénierie, la Pro Plus, qui détient la base de données. Donc, le données ressemble à ça. Et en virtualisation, ce qui se passe en virtualisation, c'est que tout cet ensemble-ci, y compris même les stations opérateurs, on peut les balancer sur un système virtualisé. C'est-à-dire qu'un serveur qui permet justement de déployer tous ces rôles-là. Et ça, c'est une solution, par contre, customisée. C'est propre, c'est Emerson qui l'a développé. Donc, il faut plutôt travailler avec eux. C'est là, c'est un DCS aussi. Il faut travailler avec eux pour choisir le meilleur hardware et puis implémenter de la manière la plus correcte. Donc, voilà leur environnement, des tables virtuelles, voilà, on peut créer des machines, etc., importer des VM et tout. Voilà à quoi ça ressemble. Et voilà, de manière physique, voici le serveur qui recommande pour faire la virtualisation. Donc, on peut virtualiser des stations d'ingénierie, des stations opérateurs, etc. Tellement de choses peuvent être virtualisées. Et il vous préconise donc, une fois que la station opérateur elle-même est virtualisée, sur le poste opérateur, vous aurez juste un petit client léger comme ça, un thin client,
sur lequel vous allez brancher des claviers et tout. Et lui, son rôle sera juste d'accéder via les services de remote desktop à la machine virtuelle qui, elle, s'exécute sur le serveur de virtualisation. Donc, il y a aussi des spécifications minimales. Hein. Dans le Thin Client, par exemple, on peut avoir juste 16 Go en mémoire flash. Ce disque dur, hein, parce qu'on ne stocke rien en fait. Toute la machine est déployée plutôt sur le serveur de virtualisation. Et quand on regarde les specs du serveur de virtualisation, vous voyez que au minimum, il veut un i7 avec 3,2 GHz de fréquence et une mémoire de 16 Go. Ça, c'est au minimum. Après, ça dépend du nombre de machines que vous virtualisez ça dépend du nombre de machines que vous virtualisez. Non, désolé, ça c'est les caractéristiques d'un Thin Client qui peut être utilisé comme workstation. Ça c'est les caractéristiques d'une station opérateur standard. Donc vous voyez que en standard, quand vous n'êtes pas dans un environnement virtualisé, vous devez avoir au moins un i7 avec 6 cœurs, 3,2 GHz, une mémoire vive de 16 Go. C'est ce qui est recommandé par. Donc, si vous avez 10 stations opérateurs, c'est 10 stations dans ces configurations. En virtualisation, vous utilisez un Thin Client. Un Thin Client, ça veut dire que c'est juste un boîtier, hein. C'est une machine vraiment de bas niveau, puisque le cœur de l'application elle-même est hébergée, elle est virtualisée, elle tourne sur un serveur de virtualisation. Donc ça vous permet juste d'accéder à ce serveur de virtualisation et de visualiser sur un écran. Et regardez donc que le disque dur de 512 ici est remplacé par une mémoire flash de 16 Go. La RAM de 16 qui est demandée pour une station opérateur, on n'a besoin que 4 Go. Et le processeur qui est un Intel i7 6 cœurs, on n'a besoin que d'un dual-core AMD terminé, qui peut tourner même à 1,65 GHz. Donc, les caractéristiques des Thin Clients sont vraiment réduites. C'est pour ça qu'on les appelle Thin Clients. Et les performances du système, l'opérateur ne sent aucune lenteur, puisque tout le calcul, l'exécution de l'application se fait plutôt dans l'environnement de virtualisation. Donc, rapidement, donc, je vais vous présenter ce qui a été mis en œuvre pour gérer certaines contraintes liées à l'utilisation d'un DCS. Je reprécise que la différence entre un DCS et un API, dans une vidéo sur notre chaîne, elle est rajoutée dans la description de cette vidéo aussi. Donc, on avait une plateforme existante, en fait, avec un DCS. Et il fallait donc rajouter une nouvelle. On devait faire une extension pour acheter une nouvelle plateforme de production non habitée. Et on avait déjà un système intégré de contrôle commande sur la plateforme existante, installé dans un local technique. Maintenant, le DCS existant, c'est du Foxboro IA série de Schneider. Je précise en passant que CSI Automation est partenaire Alliance Register Schneider. Donc, ça veut dire qu'on a la capacité de techniquement déployer les solutions Schneider pour nos clients. Si vous avez un projet en Schneider et autres, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, la nouvelle plateforme était non habitée à cause d'un design minimaliste. Voilà, on ne peut pas. Le client a choisi ce design-là pour limiter les coûts du projet de développement du champ. Et il ne pouvait malheureusement pas donc accueillir une salle technique. Donc, tous les éléments de contrôle commande étaient installés en zone à l'extérieur. Externe, étanche, etc. Et comme il n'y a pas de salle technique, la plateforme peut donc être contrôlée à distance depuis la plateforme principale centrale. Et le client a demandé qu'il veut juste un panel PC sur une armoire de contrôle commande pour que si les gens se déplacent là-bas et qu'ils veulent contrôler l'installation, qu'ils puissent depuis ce panel PC tactile passer des commandes visualisées et autres. Et il veut aussi faire de l'ingénierie, donc modifier les algorithmes de contrôle, les graphiques et tout depuis la plateforme avec un laptop temporaire. Donc ça, c'est les désirata du client. Mais les désirata du client, il faut comprendre que sur un DCS, il y a des règles et des recommandations qu'il vaut mieux respecter. Voilà. Donc, le DCS Foxboro n'avait approuvé que des stations H92 qui peuvent être utilisées comme opérateur station sur le réseau contrôle. C'est ensemble ça.
Et le raccordement d'un panel PC directement sur le réseau de contrôle du DCS, ce n'est pas une solution qui est recommandée et supportée par le fabricant. Et puis même si vous arrivez à installer ce panel PC, vous n'aurez jamais les logiciels pour les installer dessus, puisque le fabricant ne vend les logiciels qu'avec des machines. Et les machines qu'il vend, c'est le H92. Et comme on est dans un environnement en zone à l'extérieur, on ne peut pas installer ce type de machine. Vous comprenez déjà la contrainte. On ne peut pas installer des machines de type desktop en zone qui vont être sujets aux intempéries. Donc, au niveau de l'architecture basique du Foxboro, le Foxboro, bon, ça c'est une vieille architecture, hein, parce que le contrôleur ici c'est un FCP 270. Il est obsolète, il est remplacé par le 280, mais l'architecture reste la même. C'est-à-dire qu'on a des switches qui sont recommandés par Foxboro, des stations opérateurs d'un certain type et un contrôleur, enfin au moins un contrôleur. Donc, comme c'est un DCS, uniquement les composants approuvés doivent être utilisés. Les fabricants, ils savent ce qu'ils font. Parce que si aujourd'hui, vous remplacez cette machine par une autre machine, vous réussissez à pirater les logiciels, vous pouvez tout installer, et vous avez un pépin lors de la production, vous ne pouvez pas contacter le constructeur et espérer avoir un support, puisqu'ils vont vous dire que votre architecture n'est pas approuvée. Donc, on ne peut utiliser que les composants et les équipements qui sont approuvés quand on est sur un DCS. Ça, c'est si vous souhaitez bénéficier du support du constructeur. Donc, comment on peut donc arriver à intégrer les desiderata du client dans un environnement comme celui-ci? C'est-à-dire monitorer et contrôler la plateforme depuis un panier PC qui va être monté sur une armoire en zone, tout en étant compliant, c'est-à-dire que tout en étant conforme aux exigences et recommandations du fabricant de ce DCS. Donc, une solution peut être d'installer deux stations, Engineer Workstation ou Operator Workstation, sur la plateforme centrale, celle existante, et d'accéder à ces deux stations depuis la plateforme distante à travers le service de Windows Remote Desktop au travers d'un réseau auxiliaire. Donc, on installe, puisque la plateforme centrale, elle est safe, elle a un local technique, on peut installer les machines recommandées par Foxboro, etc. On les installe là. Maintenant, sur la plateforme distante, on installe ce panel PC, mais on ne le contrôle pas, on ne le connecte pas au réseau de contrôle du DCS parce que c'est interdit. On le connecte sur un réseau auxiliaire et lui donc, avec un remote desktop, il peut donc accéder à ces deux stations. Et puis, donc, le laptop peut accéder à la station d'ingénierie et le panel PC peut accéder dans la station opérateur sur ce réseau. Ce réseau, il est assez ouvert. On peut rajouter tout ce qu'on veut dessus, c'est un réseau auxiliaire. Mais le DCS contrôle, on n'installe que les composants approuvés par le fabricant. Parce qu'on est sur un DCS. C'est une des solutions qui peut être mise en place et qui fonctionnerait même d'ailleurs bien, et tout en restant compatible avec les recommandations du constructeur. Donc, avec cette solution, voilà, je l'ai précisé, hein, c'est les machines validées par le constructeur sont installées sur la plateforme centrale. Et on n'a plus de flexibilité parce qu'on a un réseau auxiliaire qui n'a rien à voir avec le réseau de contrôle. Maintenant, l'inconvénient de cette solution, c'est que ça demande d'installer donc deux machines physiques dans un local technique pour lesquelles on va dire aux gens, si vous ne touchez pas, ce sont les machines qui servent à cette plateforme et les gens vont y accéder à distance. Et ça va consommer plus d'énergie, ça va augmenter la dissipation de chaleur dans la salle, etc., etc. Donc maintenant, une autre solution, c'est d'utiliser donc un serveur de virtualisation qui va combiner les deux machines OWS, EWS, donc Operator Workstation, Engineer Workstation, et qui va être installé dans le cas technique. Donc, c'est la même solution, hein, mais au lieu d'avoir deux machines physiques ici, on a juste un serveur de virtualisation. Bon, V91 parce que c'est le produit que le fabricant, donc Schneider, recommande pour la virtualisation des systèmes de contrôle commande. Et ici, on met tout ce que le client a demandé. On lui met son panel PC, on lui dit que son laptop provisoire, une fois qu'il a connecté à ce réseau, avec les adresses IP,
Il suffit seulement qu'il utilise le composant du remote desktop et il accède donc à sa machine virtuelle qui tourne dans cet environnement. Donc, voilà par exemple un cas pour lequel une contrainte d'environnement, d'architecture, de recommandation, etc. On peut s'affranchir de ça, on peut résoudre ce point technique avec la virtualisation en optimisant les énergies consommées, en réduisant la dissipation thermique et en ne faisant aucun compromis sur les exigences techniques et les recommandations du fabricant. Donc, la virtualisation, on va donc conclure cette présentation en disant que la virtualisation permet le déploiement de différentes machines virtuelles sur la même station physique. Donc différentes machines virtuelles avec différents rôles, hein. Tout dépend de ce que vous tentez d'implémenter. Ça permet d'augmenter la maintenabilité du système, de réduire l'espace requis par les ordinateurs, d'optimiser l'énergie électrique consommée, de simplifier la complexité matérielle. Parce que le matériel, il évolue. Vous achetez une machine aujourd'hui, 3 ans plus tard, elle n'est plus au catalogue du fabricant. Mais vous l'exploitez toujours sur votre système. Après, quand elle commence à tomber en panne, vous commencez à chercher les pièces, etc. Et tout. Dans un environnement virtualisé, on fait abstraction de l'hardware. Ensuite, on simplifie les opérations de back-up restore, on simplifie les mises à jour des logiciels, on réduit les temps de panne. Et il est recommandé pour les solutions classiques, automates SCADA, de regarder les recommandations du constructeur avant de concevoir et d'implémenter un environnement virtualisé. Il est obligatoire. Donc, pour les PLC SCADA, vous pouvez faire des expériences, tester, mais essayez quand même de regarder ce que dit le fabricant. Pour les solutions DCS, là, moi je vous dis, ne jouez pas aux chercheurs. Donc, discutez avec les fabricants, regardez ce qu'ils ont déjà comme environnement de virtualisation. Conformez-vous à ce qu'ils recommandent parce que les DCS, si vous ne respectez pas, vous avez un problème, vous appelez le support, ils vous demandent, OK, décrivez-nous votre installation. Une fois qu'ils vont se rendre compte que vous n'avez pas respecté les exigences en termes de matériel, etc. et tout, par rapport à leurs recommandations, ils ne pourront pas vous apporter le support. On ne va pas leur en vouloir. Ce n'est pas un argument purement commercial. Imaginez-vous un temps soit peu que eux, dans le labo, actuellement, ils ont des architectures qui sont conformes à ce qu'ils ont recommandé. Et que vous venez avec une architecture où vous avez un matériel lambda que vous avez installé, peut-être un switch qui n'est pas. Vous pensez qu'au moment de demander le support, ils iront acheter le même switch que vous avez pour reproduire votre problème? Non. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut se conformer donc à ces exigences. Donc, j'espère que cette présentation vous a plu. J'espère que vous avez compris ce que peut apporter la virtualisation au niveau de vos systèmes de contrôle commande. Je précise que notre société, la CSI Automation, a la capacité de déployer la virtualisation dans des environnements industriels pour résoudre différentes problématiques. Donc, si vous avez un projet et tout, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.csiaut.com ou bien à nous contacter sur le numéro de téléphone qui sont affichés sur notre page d'accueil. Donc, on va vous proposer la solution la plus adaptée à votre environnement. Et une fois de plus, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et si vous avez des sujets spécifiques que vous souhaiterez débattre, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire pour qu'on puisse prévoir cela lors des prochaines vidéos. J'espère que la vidéo vous a plu et à bientôt sur notre chaîne.